on l'a franchi directement. La zone des 0,786 présente avec ce retracement Fibo que j'ai tiré du plus bas ici. Donc c'était au 28 500 $, au plus haut au 69 000 $. Qu'est-ce qu'on peut voir sur ce retracement de Fibonacci? Tout simplement qu'au niveau des 0,786, eh ben, on a vécu plusieurs rebonds. Vous voyez, c'était, alors je vais vous enlever le VPVR juste ici, au niveau de la zone des 37 200 $, pour finalement la casser. Et lorsqu'on franchit un retracement de Fibonacci, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à aller chercher le prochain niveau directement et on ne passe pas par 4 chemins. Donc ça, c'est très pertinent. C'est un indicateur que je ne vous avais pas montré dans les précédentes vidéos, que je viens d'ajouter et qu'effectivement, en l'ajoutant, on remarque cette chose-là. Donc ça peut être maintenant intéressant de se dire, ok, quel est le prochain niveau? Alors il y a un prochain niveau intermédiaire entre les 0,786 et la zone des 1 juste ici. Je vais vous l'afficher. C'est la zone des 0,886. Et au moment où je vous fais cette vidéo, quel miracle est-il en train de se passer? On est tout simplement sur la zone des 0,886. Alors, pour ceux qui n'arrivent pas trop à regarder, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'indicateurs ici. Alors, on prend le point le plus bas juste ici, avec le petit cercle en blanc, vous voyez, au point le plus haut. Donc, on commence au point le plus bas ici, au point le plus haut. Et vous pouvez faire le retracement de Fibonacci. Donc voilà ce à quoi on peut voir les choses tout simplement. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que là on a un rebond qui s'est effectué. Donc ça veut dire que concrètement, s'il devait y avoir un bottom se dessiner aujourd'hui, cela pourrait être les 33 280 $. Je mets une target de prix comme ça, on retient tout ça. Vous voyez, juste ici. Donc c'est un probable bottom. Et alors pourquoi? Il y a deux raisons à ça. Premièrement, zone des 0,886. Deuxièmement, nous atteignons le bas de la buy zone. Si l'on casse et l'on clôture en dessous du bas de la buy zone, eh bien c'est quasiment terminé selon moi. On ira aller visiter la zone des 29 000 $ sans hésitation. Mais il y a une troisième chose qui m'indique que c'est le bottom. Tout simplement parce qu'au niveau du S&P 500, nous avons ce que l'on appelle en weekly mais même en daily une bougie de marteau qui fera office de retournement de tendance. Donc c'est l'une des principales raisons qui m'invite à dire que si on a une inversion de tendance sur les S&P 500, les marchés américains qui repartent à la hausse, le Bitcoin partira également à la hausse. Donc ça, ce sont les côtés positifs. Également d'autres côtés positifs. Vous le savez, depuis les dernières vidéos que j'ai pu réaliser sur la chaîne, je suis très positif sur Bitcoin, mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Ici, en daily, nous avons une divergence potentielle. Alors je décale un petit peu. On avait la validation qui s'était effectuée le 4 mai 2022, mais malheureusement on est reparti dans le rouge. Donc on est reparti pour faire tout simplement la divergence. Il faut la valider cette divergence. Il faut la valider. Pour la valider, il faut faire le cross des zéros. Donc, ça c'est un point à retenir. Mais pour les traders, vous le savez, la structure est importante. Il y en a qui trade sans structure, c'est-à-dire que haut de range, on vend. Bas de range, on achète. Et là, nous sommes dans un bas de range. On peut l'observer avec la buy zone que j'ai pu dessiner ici. Et là, on est vraiment dans un point optimal pour acheter. Mais alors optimal, je ne m'attendais pas à ce que l'on descende si bas, pas du tout. Mais pour les personnes ayant pris des trades, vous avez probablement mis votre stop loss au niveau des 32 800 $ avec ce précédent bottom du 24 janvier 2022. Donc, nous savons que nous pouvons très bien rebondir avant, de par les plusieurs raisons que j'ai évoquées, les 3 dernières que j'ai évoquées, nous disant qu'on partirait plutôt à la hausse sur le Bitcoin. Cependant, ça ne veut dire en aucun cas que l'on ne partirait pas en dessous exprès pour justement prendre tous les stop loss et ensuite repartir très rapidement à la hausse. Alors il y a un point qui me gêne un petit peu, même si ce scénario que vous pouvez voir par les flèches représentées juste ici est celui auquel je crois le plus, eh bien le point qui me gêne le plus est tout simplement au niveau du long short ratio et de l'open interest présent sur le contrat futur perpétuel du Bitcoin via la plateforme Binance. Et là, ce qu'on peut remarquer, c'est tout simplement il y a trop d'acheteurs. Il y a trop d'acheteurs. Il y en a, au moment où je vous fais cette vidéo, 74%. Alors, on peut changer ça. On va mettre 74%. Alors, pour moi, ce que je remarque dans le temps, après
l'analyse que j'ai pu faire du long short ratio, que ce soit en 1 heure, daily, 4 heures, dès lors qu'on est au-dessus des 65%, c'est très mauvais. C'est très mauvais parce que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que l'on est au-dessus des 65%, et encore là je prends une fourchette assez haute, dans les pourcentages, le Bitcoin inévitablement subit une chute. Tandis que lorsque l'on est en dessous des 55% d'acheteurs, nous avons tendance à partir à la hausse. Alors il faut savoir que le marché des cryptos est plus acheté que vendu, donc c'est la raison pour laquelle à partir des 55% d'acheteurs, même s'il y a plus d'acheteurs, on part à la hausse. On aura l'occasion de revoir ça de toute façon quand on sera dans un marché plutôt haussier, chose qui n'est pas le cas actuellement. Donc ça c'est le seul point gênant, mais vraiment le seul qui me gêne. Parce que quand on regarde le Bitcoin, on a pris les liquidités qu'il fallait prendre au niveau des 37 500 $. On a pris les stop loss ici présents qui avaient été faites par la mèche du 24 février 2022 autour des 34 400 $. On est sur le dollar index pour ceux qui surveillent un petit peu le graphique sur une zone qui dans le temps nous a toujours montré un bottom sur lequel il était favorable d'investir sur le Bitcoin. Et puis également au niveau du S&P 500 et du Nasdaq, c'est la même chose pour le Nasdaq, prenons le Nasdaq, nous avons une bougie de marteau inversée, ce qui nous annonce un retournement de tendance. Alors c'est dans le rouge, ça aurait été mieux dans le vert, mais cela peut être annonciateur de justement repartir à la hausse. Alors il faut savoir que là, la clôture qu'on a fait en dessous des 0,382, normalement nous annonce qu'on est, entre guillemets, censé aller chercher le retracement 0,5. Si je suis bullish, moi je vais vous dire une chose, on a fait exactement la même chose ici, on a été au-dessus des 0,236 et pourtant on est parti plus bas. Donc est-ce que ici ce serait pas justement pour faire peur à un maximum de personnes, prendre toutes les liquidités que vous pouvez voir ici aux 12 975 points sur l'indice du Nasdaq pour ensuite repartir à la hausse? C'est tout à fait probable. Et ça nous le fait tellement de fois. Quand j'analyse les indices, on fait des choses bien différentes que le Bitcoin. L'analyse est vraiment différente. Et ce que j'ai remarqué, c'est que même s'il y a des clôtures de bougies qui sont censées nous valider du coup une continuité baissière ou pas, des fois c'est le contraire qui se passe, donc c'est très pertinent. On verra bien de toute façon. Là je peux vous parler entre guillemets en boucle, de vous dire qu'est-ce qui va se passer à la hausse ou à la baisse. La réalité c'est attendez 15h30 heure française, l'ouverture des marchés américains. À ce moment là vous verrez ce qui se passera, et le mieux ce sera d'attendre encore mieux la clôture le soir. C'est autour de 21h 22h heure française. À ce moment là, si on clôture dans le positif au niveau du Nasdaq et du S&P 500, banco pour le Bitcoin. À ce moment-là, si on clôture dans le rouge, il y a de fortes probabilités que ça ne sente vraiment pas bon pour le Bitcoin. Et à ce moment-là, on irait chercher les 29 000 $. Mais comme je vous le dis depuis le début, le seul point qui selon moi est négatif sur le Bitcoin, c'est ce fameux long short ratio. Et on peut observer les fundings. Pour moi, ça c'est que du court terme. Là, on est dans le vert, donc effectivement, il y a plus de chances qu'on parte à la baisse. Mais regardez en daily. En daily, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tout simplement que quand on vivait des croisements, soit on était stagnant, soit on partait à la hausse. Donc ça, c'est OK. Du point le plus bas qu'on a vécu ici au point le plus haut, 69 000 $, on a fait combien? 140% de hausse sur le Bitcoin. En revanche, quand on a une majorité d'acheteurs, comme ce qui est en train de se passer actuellement, qu'est-ce qui se passe? On chute. Alors, dans un premier temps, on stagne. Et après, on chute. On chute, on chute, on chute. Croisement ici avec beaucoup plus de vendeurs, un coup pas trop d'acheteurs, on stagne, on commence à remonter tout doucement, on fait un grand W weekly et puis finalement, trop d'acheteurs, trop de personnes ayant un esprit bullish dans leur tête et puis on repart à la baisse et là, il n'y a toujours pas d'inversion. Donc dès lors qu'il n'y a pas d'inversion, alors c'est uniquement sur cet indicateur. S'il n'y a pas d'inversion, techniquement, qu'est-ce qu'on peut en déduire? On va continuer la baisse. Mais ce qu'on a pu remarquer ici, dans le bull run de 2020, début 2021, on a continué la hausse tandis qu'il y avait une majorité d'acheteurs. Entre le plus bas 59% et le plus haut qu'on avait atteint les 75%. Donc, cela n'est pas impossible que l'on est ici dans une phase pour liquider un maximum de personnes, pour faire peur à un maximum de personnes, et puis ensuite,
on repart pour une jolie hausse. Allez, rendez-vous les 100 000 $ et les 200 000 $. Donc voilà pour le Bitcoin. Moi, je vais vous donner mon avis. C'est le suivant. Regardez le scénario que je vous ai dessiné. Je vais vous mettre en 30 minutes. Ici, vous voyez les flèches là. Alors attendez, là on n'y voit pas grand chose. On va pas se mettre en 30 minutes, on va se mettre en 1 heure. Voilà. Ça c'est ce que je crois. On peut le dessiner différemment, hein. Ça c'est pour... c'est un petit exemple. Voilà. Pour vous montrer où est-ce qu'on pourrait avoir des zones de réaction. Bon, pour le coup, on pourrait même en avoir avant. Mais pour moi, ça, c'est le scénario auquel je crois le plus. Qu'est-ce que ça me permettrait de dire en faisant ce scénario? On aurait donc ici un grand W. Alors, pour le coup, en weekly, je vous enlève tous les indicateurs pour qu'on y voit beaucoup plus clair. Ici, on aurait du coup un W weekly qui ne se ferait pas invalider par la mèche ici. Alors si, il est invalidé. Il est invalidé puisqu'on a cédé le point bas suivant. Mais on peut continuer, ce que je veux dire, vous voyez, on peut faire un autre W avec ici une hausse et du coup on aurait un point bas plus haut que son précédent. Et à ce moment-là, ce serait magique. Et puis, si on devait aggraver la situation, si on devait l'aggraver et que l'on casserait ce point bas, eh ben, nous avons une trendline que j'aime bien vous montrer à chacune des vidéos. C'est celle-ci en mode logarithmique sur laquelle nous rebondissons toujours dessus et donc on l'utilise en tant que support. Eh ben, cette trendline pourrait nous sauver. Et qu'est-ce que ça ferait en fait si on irait toucher celle-ci autour des 31 800 $? Eh ben, tout simplement, on ferait un énorme W. Alors là, ce serait du coup un W monthly probablement. Voilà. Et bah regardez, on pourrait faire quelque chose tout simplement comme ça. Alors ça demande beaucoup de patience, bien évidemment, mais c'est ce à quoi on peut s'attendre. Et alors à ce moment-là, acheter du Bitcoin aujourd'hui, c'est magnifique. Maintenant, si il devait se passer l'inverse, eh bien attendez-vous à avoir de la stagnation pendant plusieurs mois, voire quelques années. En attendant, du coup, vous voyez, alors du coup, ça prolongerait ici, en attendant le prochain halving du Bitcoin, je crois que c'est 2024. Donc là, si vous avez une stratégie de swing trading ou même de long terme, voilà, vous investissez sur une crypto, vous mettez un ordre de vente à x3, à x4, à x5, et que du coup, il n'y a aucune rentabilité pendant ça, et que vous vivez clairement des crypto-monnaies, c'est-à-dire vous faites des retraits. Moi, je vous explique comment ça marche. Faites un retrait 20-30 000 balles dans votre compte bancaire. Si vous êtes en France, vous prenez la taxe. Si vous n'êtes pas en France, tant mieux, vous n'avez pas la taxe. Et vous vivez de ces 20-30 000 pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça dépend en fonction de votre mode de vie. Je ne sais pas, votre dépense. Il y en a qui dépensent 700 par mois. Il y en a qui dépensent 3 000 par mois. C'est en fonction de vous. Et pendant ce temps-là, formez-vous, peut-être créer un autre business, je ne sais pas, ouvrez une chaîne YouTube. Voilà, faites ce que vous voulez. Si par contre, dans un autre cas, on part à la hausse, comme ça, alors là, c'est magique. Vous allez tous passer une bonne année, de très bonnes vacances. Vous pouvez vous former encore plus sur les cryptos pour être encore plus rentable. Mais à mon avis, si on part comme ça, il est beaucoup plus important de se former maintenant que d'attendre le mois prochain ou l'année prochaine. Parce que le moment où on sera tout en haut, c'est là à vous dire « Oh mince, j'ai loupé le train ». Ah oui, mais ça arrive souvent. Après, c'est pas grave. Si vous loupez le train là et que le Bitcoin, vous êtes persuadé que ça fera pas beaucoup de performance, c'est simple. Vous allez sur Elrond. Voilà, tout simplement. Tout simplement, vous allez sur Elrond. Vous allez sur une crypto en fait qui n'a pas encore fait... qui n'a pas encore atteint son seuil de stagnation. Si le Bitcoin a réussi à nous faire des milliers de pourcentages en quelques années, je ne sais plus, peut-être 70 000% depuis 2013, est-ce qu'on peut calculer ça? Tenez, ici depuis 2011, du point le plus bas au point le plus haut, on a fait, alors j'ai dit des conneries, on a fait 3 millions, attendez, on a fait 3 millions de pourcents, donc quelque chose comme ça. Bon, fallait investir tout en bas et fallait vendre tout en haut. Bon, 3 millions de pourcents.
Voilà, Elrond, vous regardez, du plus bas au plus haut. Alors attendez, Elrond, c'est pareil. Voilà, du plus bas. Est-ce que c'était là le plus bas? Je pense que oui. Au plus haut, on a fait 128 000%. Il y a encore de la marge, hein. Il y a clairement encore de la marge. Et il y a des cryptos qui n'ont même pas encore fait leur première vague haussière. Parce que sur Elrond, là, on a fait une vague haussière, on a fait une deuxième vague haussière, et là, on attend la troisième. On peut même compter celle-ci comme une troisième, si vous voulez. Et puis du coup, on attendrait la quatrième. Enfin bref. Mais pour le coup, on n'a pas encore vécu toutes les vagues. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai à vous dire que si vous souhaitez investir sur une crypto qui fera de belles performances, aventurez-vous sur celles qui n'ont pas encore fait le plus de performances, comme le Bitcoin ou l'Ethereum, qui sont déjà à leur seuil de stagnation. Alors, Ethereum un peu moins pour le coup. Ça a quelques années de retard par rapport au Bitcoin. Je pense que l'Ethereum pourrait très bien dépasser le Bitcoin en termes de capitalisation en plus de ça. Donc voilà, c'est en fonction de votre goût au risque. Sachez une chose, moi c'est clairement comment je m'organise. Aujourd'hui, le Bitcoin n'est pas plus sécurisé qu'une autre crypto. L'Ethereum n'est pas plus sécurisé qu'une autre crypto. C'est des bêtises de croire que investir dans l'Ethereum, par exemple, est plus sécurisé que d'investir dans Elrond. Alors oui, vous me direz, il y a une différence, c'est que derrière le projet d'Elrond, alors je vous parle d'Elrond puisque du coup c'est le premier exemple que j'ai en tête, c'est qu'il y a une entreprise derrière qui, si elle fait des conneries, là votre actif il peut prendre cher. Tout à fait. Là je suis tout à fait d'accord. Mais si je pouvais comparer le Bitcoin, on pourrait donc le comparer au Dogecoin, qui n'a aucun intérêt aujourd'hui et qui en plus de ça commence à être utilisé en moyen de paiement, donc c'est exactement la même chose. Et l'Ethereum, comme il y a une entreprise derrière, on pourrait la comparer à d'autres de son même genre. Bon, pour moi, de toute façon, n'importe quel crypto-actif, il n'y en a pas un qui est moins sécurisé qu'un autre. C'est juste en fonction de l'entreprise à la limite qu'il y a derrière ou du fonctionnement qu'il y a derrière, mais l'investissement se fait de la même manière. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai quasiment pas de Bitcoin. C'est pour ça que j'ai quasiment pas d'Ethereum. Oui, c'est bien pour les grands portefeuilles. Et encore, les grands portefeuilles, ça dépend comment vous parlez. Moi, quand je pense à grand portefeuille, je pense à 150 millions, un truc comme ça. Après, pour un portefeuille qui a 5-10 millions, pourquoi se priver d'investir sur Elrond? Enfin, moi, franchement, je comprends pas. Parce que, clairement, tu feras beaucoup plus de performances sur des cryptos à mid-cap que des cryptos qui ont déjà fait leurs preuves. Les cryptos qui ont déjà des grandes capitalisations boursières, genre le top 10, oui, c'est bien pour les grands portefeuilles, 100, 200 millions, un truc comme ça. Mais en dessous, enfin, si vous avez en dessous, je sais pas, 20 millions, je sais pas, moi, je vois pas l'intérêt d'investir sur ces cryptos. Après, oui, diversification si vous voulez, mais chacun son point de vue de toute façon. Moi, je vous partage le mien. Voilà, je vous dis ce que je pense de ça. Après, il y en a, ils vont investir dessus en mode holding. C'est leur choix. Voilà, moi, je vous partage comment je fonctionne. Non, en fonction de chacun. Je ne gère pas les finances des autres. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de l'avoir tournée. Et ben, j'espère que tout ça aura pu vous servir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.